Maintenant, on va laisser un sujet à Nikolai parce que... ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Ukraine. Ouais. Un peu de contexte. Nous avons déjà parlé qu'en Ukraine, il y a deux groupes en gros qui sont antagonistes. D'un côté, on a le bureau du président ukrainien avec son service d'ordre, le SBU, et de l'autre côté, l'ONABU, qui est le Bureau national anticorruption. Le Bureau national anticorruption était installé là par les États-Unis, justement, quand ils ont pris le contrôle sur l'Ukraine en 2014, pour surveiller l'argent qui va aller en Ukraine, où est-ce qu'il va, si on vole pas tout, etc. Bon, et si jamais, et vu qu'eux-mêmes ils étaient corrompus, si cet argent allait leur revenir. Globalement, c'était pour ça. Et donc, on a vu qu'il y avait, ces derniers mois, il y avait vraiment des différends. Là où les États-Unis voulaient attraper Kolomoïski avec le NABU, SBU l'a protégé et ils l'ont mis en prison eux-mêmes pour que le NABU ne puisse pas l'avoir. Cet été, le NABU président Zelensky, il a essayé de mettre la main sur le NABU, prétextant que c'était des agents russes. Il essayait de les interdire et les passer sous le fils de président. Mais ça n'a pas marché parce que on a activé des réseaux des gens, etc., qui se sont manifestés et qui ont dit oh non, NABU quand même, anticorruption, blablabla. Bla. Il a été obligé de reculer sous la pression occidentale et maintenant il se passe un truc ultra grave. Cette semaine, le NABU, il a déposé les résultats de son enquête auprès de procureurs spécialisés anticorruption en Ukraine, qui montre qu'un certain personnage, Timur Mindic, que vous voyez ici sur la photo, était au centre d'un réseau de détournement de fonds occidentaux qui était destiné à protéger la structure énergétique ukrainienne. Et ce réseau, qui est composé des ministres ukrainiens actuels, des ministres ukrainiens passés, des proches de Zelensky, et sûrement de Zelensky lui-même, ça pour l'instant on le garde discrètement, mais il apparaît directement dans les 1000 heures d'enregistrement des écoutes téléphoniques et des SMS échangés, etc. Donc tout ça, ça a été mis sur la table. Et ça a provoqué un tel bruit que le superviseur de NABU, le superviseur états-unien de NABU du FBI, s'est rendu en Ukraine pour superviser cette activité et ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et ça veut dire que cette affaire, il ira au bout et que Zelensky n'a plus l'occasion en interne de freiner ça. Alors c'est l'entourage le plus proche de Zelensky qui est touché, parce que Mindic, c'est celui qui avait créé avec lui le quartier 95 quand il était encore acteur, Zelensky. Mindic, c'est celui par qui passait tout l'argent. Il était au centre d'un système où tout l'entourage de Zelensky, et il prenait des ordres et recevait des ordres, qui est-ce qu'il fallait contacter, etc. Et ce réseau s'est fait démanteler. Juste avant les perquisitions, Mindic, il a fui vers l'Israël. C'est mignon. Mindic, il a fui vers Israël et évidemment Zelensky il a dû réagir. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous sanction Mindic. Mais nuance, il a mis les sanctions sur 3 ans contre Mindic, contre les 10 ans habituels en cas de sanction contre une personne, et il a mis les sanctions contre Mindic comme étant un citoyen israélien, vu que celui-là il a des passeports aussi bien ukrainiens et israéliens et aussi russes. Ce qui change beaucoup de choses, ça veut dire que les biens ukrainiens de Mindic ne sont pas menacés de cette manière-là. Donc il continue dans ce même système de corruption. Donc, l'autre personne accusée dans ce domaine... Juste un truc, ce que ça veut dire, c'est qu'il il prend une posture qu'il est en train de faire quelque chose contre, mais en fait, il lui donne toute la latitude pour sauver ses fesses. En fait, si tu veux, là où Zelensky est dans la merde, c'est qu'il est coincé. Parce qu'entre Mindic, qui détient tout le portefeuille de Zelensky, je vais parler juste franchement, il détient tout le portefeuille de l'argent détourné de Zelensky et de toute la bande. Tous les accès bancaires, les codes, les cryptos, les machins, tout. Et également d'autres comparses comme le ministre de la Justice ukrainien qui vient de démissionner, qui était auparavant le ministre de l'Énergie ukrainienne. Voilà, il a changé de place, qui a démissionné. Zelensky, il peut les faire démissionner, mais il ne peut pas vraiment les mettre en prison. Parce que s'il les met vraiment en prison, s'il met vraiment de la justice contre eux, ces gars-là, ils vont parler. Et ils vont le balancer. Ouais, et puis même sur les preuves, sur les reçus, il y aura marqué son nom, quoi. Et juste, si évidemment. Je peux me permettre, parce que moi j'arrive pas à m'enlever ce point-là de la tête quand on parle en gros que le FBI s'est rendu sur place, on parle du FBI de Kash Patel. Donc Kash Patel, on en pense ce qu'on veut, on peut être déçu par un certain nombre de choses qu'il a faites ou pas, bon bref, ça c'est un autre sujet, mais en gros c'est quand même un très proche de Trump. Trump qui en ce moment est en train de faire tout ce qu'il peut pour négocier une paix dont manifestement les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien en tout cas, essaie de freiner ça à 4 fers. Donc ça m'a tout l'air d'être une tentative de chantage, parce que si on a des documents qui incriminent directement Zelensky,
c'est facile pour Trump, lorsqu'il est en chambre fermée, de les poser sur la table et leur dire bon, maintenant tu signes ici parce que sinon moi les documents je les ai là. Et ça c'est du Trump classique quoi. Enfin moi c'est comme ça que j'ai une lecture. T'as la même lecture, Nico? Mais il y a un autre. Ça a clairement été fait. Vas-y. Non, vas-y. Parce que Nico t'a envoyé aussi un autre truc. Si tu veux, c'est peut-être le moment d'en parler. Le poste de Q3590 qui est en Delta. Qui date 13 novembre. Le 13 novembre 2019. Si on le lit, lire attentivement, réaliser attentivement. Spy insert, c'est connu. Spy, c'est un espion. Réaliser good, encore espion. Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Le fils de Pelosi, le fils de John Kerry, le fils de Mitt Romney et le fils de Joe Biden. L'astuce, c'est la géolocalisation, c'est l'Ukraine. Indice, l'énergie. Est-ce que c'est une coïncidence? Lorsque GS, alors là, ça ne me vient pas en tête ce que ça peut être. George Soros. Lorsque George Soros appelle, les démocrates répondent toujours « Rien ne peut arrêter ce qui vient. » Rien. Et 19, enfin c'est en 13 novembre, et là, l'actu... merde, c'était où? En fait, ça correspond directement au jour de l'arrivée de superviseur de l'FBI par rapport à cette enquête de Nabu. Ce qui est intéressant, c'est, vous savez, les compétences du FBI, c'est généralement, c'est sur les territoires américains et sur les affaires intérieures américaines. C'est ça, et surtout les compétences de l'FBI. Donc, ça indique que l'FBI n'enquête pas seulement sur la corruption au sein de l'Ukraine. Mais sur la corruption américaine et non, les mais liens attends, avec l'Ukraine. ça, j'ai pas pensé. Ça, c'est l'ingérence étrangère. C'est l'ingérence étrangère, c'est les détournements des fonds par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et c'est au gouvernement américain. Bien vu. Parce qu'il y avait tout un schéma d'aller-retour de l'argent de contribuables américains qui arrivait en Ukraine. Une partie est retournée pour les démocrates. On a déjà vu ça avec cette histoire de crypto où l'Ukraine blanchissait l'argent de Sam Bankman-Fried. Là, il y avait un système avec le domaine Inter-Biden pour Burisma, tout le secteur énergétique. Donc, il y a cet inspecteur, il arrive, il enquête là-dessus. Mais le plus intéressant, vu que tous les concernés qui ont fui le pays comme Mindic, comme actuellement ministre de la défense ukrainienne qui était parti tout d'un coup en Turquie pour régler une affaire, etc. Il revient plus en Ukraine. Et il est accusé dans cette affaire. Il ne revient plus en Ukraine. En fait, et le truc, c'est qu'ils ont tous le second passeport israélien. Et les États-Unis, en enquêtant sur ces sujets, surtout Mindic, ils vont vouloir mettre la main sur Mindic. Donc certainement qu'ils vont devoir exiger ou demander aux Israéliens, qui sont très dépendants justement des investissements américains pour leur sécurité, etc., de leur livrer ce personnage. D'ailleurs, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a eu du mouvement sur justement les liens Israël. Il y a eu des États-Unis avec des déclarations très fortes d'Israël qui disent que justement ils sont en train de rompre ce lien-là avec les États-Unis. Dans le même temps, juste je vous fais un petit résumé parce que c'est un sujet intéressant cette semaine où Trump envoie une lettre au président. Donc le président d'Israël, c'est Herzog, c'est pas Netanyahou. Netanyahou, il est premier ministre. Oui. Pour dire faut gracier Netanyahou parce qu'il est super et qu'il est bien. Ce qui a fait lever beaucoup de sourcils. Attends, regardez, on a quand même la preuve que Trump il soutient Netanyahou. Sauf que quand on regarde un petit peu dans les détails, on se rend compte que c'est certainement un coup à la Trump. Alors pour vous expliquer très très rapidement, il peut pas y avoir une grâce de Netanyahou si Netanyahou lui-même n'en fait pas la demande. Or Netanyahou, lui, sa position, c'était de dire moi je suis innocent. Donc en gros, soit il fait une demande soutenue par Trump, et dans ces cas-là, par rapport à sa population, il passe comme un type sale, quoi, un type qui avait besoin d'être gracié, et en plus il se retrouve avec une dette énorme vis-à-vis de Trump, où Trump se retrouve complètement être la main du dessus dans la négociation contre Netanyahou, ou alors il refuse ça, et dans ces cas-là, on se retrouve avec un Trump qui dit écoutez, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, donc par rapport à son électorat juif aux États-Unis, il se retrouve avec les mains propres, et il se retrouve avec un Netanyahou qui est complètement affaibli, qui va peut-être finir en prison. Donc en fait, c'est beaucoup plus subtil et fin que les premières analyses qu'on peut y avoir. Donc voilà, c'était la petite minute Israël. Les ramifications de cette affaire sont gigantesques et internationales. C'est-à-dire qu'il y aura Israël impliqué. Maintenant, l'Union européenne est impliquée. Pourquoi? Parce que quand le scandale énergétique il est déjà sorti, l'UE a sorti à nouveau un paquet de 6 milliards d'euros pour renforcer la structure énergétique ukrainienne. Alors que le scandale était déjà sorti.
Donc, à un moment donné, maintenant, les personnes sérieuses, je te parle pas juste de citoyens lambda, etc., mais les gens qui ont des investissements, qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe, ils vont demander des comptes. Ils disent, vous êtes quoi? Vous êtes dans le coup avec les corrompus ukrainiens pour continuer à faire ça alors qu'il y a un scandale comme ça qui est sorti? Regarde, c'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure de la presse qui n'arrive plus à faire ce qu'elle veut, enfin le gouvernement qui n'arrive plus à censurer comme il veut, qui doit trouver des magouilles. On a parlé de toute la structure framework des armes, CTIL et tout ça, qui apparemment les États-Unis sont en train de se défaire de ça. Apparemment les États-Unis sont en train de se détacher aussi de tout ce qui a corrompu en Ukraine et tout ça. Ils commencent à l'attaquer. Là, il y a Israël qui s'est mêlé. On dirait qu'Israël est aussi en train d'être rejeté par les États-Unis. Et là, tu as mentionné l'Union européenne. Regarde la prochaine nouvelle que j'avais préparée. Je ne sais pas si c'était voulu. L'UE construit son propre réseau d'espionnage. Il se retrouve seul, en fait. Isolé. Oui. Isolé. Et il n'y a plus personne qui joue le jeu avec eux. Moi, je voudrais juste finir sur cette affaire en Ukraine parce que la finalité va être conséquente. C'est-à-dire que le scandale n'est pas passé inaperçu en Ukraine, la population est tout à fait consciente. Les médias, même qui le soutenaient auparavant, et ils en parlent déjà, qui lui appartenaient, et les gens en Ukraine, ils s'en rendent compte. Les gens sur le front s'en rendent compte. Le directeur de Azov, vous vous rappelez le bataillon Azov? Donc le principal de Azov, il a dit, si les responsables ne sont pas sévèrement punis, et pourquoi il dit sévèrement punis? Parce qu'une partie de l'argent volé est partie à Moscou, en Russie. Vous comprenez? Et ça, c'est de la haute trahison. Déjà là, on touche des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Ils disent, on va se retourner en gros contre Zelensky et on va venir te renverser. Maintenant, du point de vue des États-Unis et de la Russie, et Trump qui voulait faire la paix en un jour, mais pour l'instant, il l'a pas fait, etc. Le problème de la Russie, c'est qu'un de ses objectifs de l'intervention en Ukraine, c'était de renverser le gouvernement nazi qui considère blablabla, blablabla. Vous vous souvenez. D'un autre côté, pour les États-Unis, la façon dont ils étaient engagés en Ukraine, ils ne peuvent pas permettre à ce que les Russes, par la voie militaire, ils arrivent à atteindre leurs objectifs, parce que sinon, pour Trump, ça marque mal auprès de l'électorat américain et on va croire qu'il est agent russe. Donc, si c'est par une affaire interne de corruption que Zelensky et tout son gouvernement sautent, il suffit plus que aux États-Unis et à la Russie de se mettre d'accord sur le successeur qui leur convient, un modéré, etc., pour pouvoir mettre le fin en conflit. Parce que la Russie peut considérer qu'il a gagné et les États-Unis, il a dit, on n'a pas permis à la Russie de prendre toute l'Ukraine, de renverser militairement le gouvernement. Et du coup, en gros, nous aussi, on a gagné. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un marché équitable pour tout le monde. Et dans l'optique de fin du mondialisme, de remise en place d'un monde multipolaire, ça te met la Russie au même niveau que les États-Unis, deux grandes puissances là qu'il faut pas emmerder, chacun sur leur territoire et tout ça, qui commencent à essayer de collaborer ensemble. On en avait parlé il y a une semaine ou deux avec cette espèce de tunnel là qui doit relier l'Alaska au bout de la Russie là. Donc finalement, il y a beaucoup de pièces qui s'emboîtent pour aller dans ce sens-là. Et espérons mettre un terme à ce conflit en Ukraine qui il n'y a pas d'issue, Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour. Je ne vois pas d'issue pour Zelensky parce que là, les choses ne sont plus entre ses mains. Il y a que l'Union européenne qui le soutient actuellement et qui lui envoie des fonds. Et il y a Macron qui va le recevoir lundi. Mais sinon, je crois qu'il n'y a plus personne qui va aller lui serrer la main.